Parfait. Merci beaucoup, Flavio, Laurent, d'être là. Merci aux participants d'être là pour cet événement des dialogues pour la biodiversité. Les dialogues pour la biodiversité, c'est une initiative de plusieurs acteurs à la société civile québécoise pour justement ramener les enjeux internationaux de la biodiversité et les négociations internationales de la biodiversité au public québécois pour justement mieux les comprendre et mieux comprendre comment ils s'inscrivent dans le contexte québécois et canadien. Aujourd'hui, on est là pour parler, comme j'expliquais, de la rencontre SABSTA. Je vais demander à Laura tantôt de nous dire un peu plus c'est quoi SABSTA. Mais SABSTA est une des rencontres importantes là, qui a lieu en amont des COP biodiversité, justement là, pour préparer le terrain là, pour les grandes COP, sachant que la prochaine COP biodiversité, la COP 17, aura lieu en Arménie l'année prochaine, en fin d'année. Fait que sans plus attendre, je vais vous présenter nos deux panélistes qui ont accepté de discuter avec nous aujourd'hui. Je vais commencer par Flavio, Affinito, pardon, qui est consultant scientifique et technique au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Merci beaucoup, Flavio, d'être là encore une fois avec nous. Et Laura Fekino, qui est évidemment analyste politique chez Atelier pour la biodiversité, mais aussi candidate à la maîtrise en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke, en plus de plusieurs titres de professionnel de recherche ici à l'Université de Sherbrooke. Le panel va être modéré par moi, David Roy, je suis directeur général des ateliers pour la biodiversité. Euh, Tout simplement pour commencer, Laura, peux-tu nous rappeler un peu c'est quoi la rencontre SAVSTA, puis aussi qu'est-ce qui en est ressorti de cette rencontre-là, la 27e rencontre de SAVSTA? Oui, donc peut-être une petite mise en contexte pour commencer des nombreux acronymes justement de la CBD, donc de la Convention sur la diversité biologique. Et les organes subsidiaires, donc on appelle souvent le SB, là, d'où le nom SABSTA, ils appuient les travaux de la Convention sur la diversité biologique, donc les travaux de la CDB. Et dans le cas du SABSTA, plus précisément, ben, si on le dit une première fois, c'est l'organe subsidiaire qui est chargé de fournir des avis scientifiques technique et technologique. Donc, lui, dans son cas, il se penche plus précisément, comme son nom le dit, sur les aspects qui sont davantage scientifiques, techniques, technologiques, pour appuyer la CDB dans sa mission et appuyer également les parties dans la mise en œuvre des objectifs de la CDB et aussi, dans ce cas-ci, par exemple, du cadre Conique-Montréal. Donc, l'organe subsidiaire, il va préparer des recommandations sur le sujet, donc des recommandations techniques, scientifiques, qui vont par la suite être acheminées aux parties, donc les États membres, qui vont se réunir lors des COP. Donc, nous, la prochaine COP, dans notre cas, ça va être la COP 17 en octobre 2026. Puis, une fois réunis dans cette COP-là, ben, les parties vont pouvoir continuer de négocier ces recommandations-là pour arriver à un consensus et à ce moment-là, les adopter normalement. Donc, pour le SABSTA 27, c'est la 27e réunion du SABSTA à laquelle on vient d'assister la semaine dernière. Il y avait quand même un ordre du jour assez chargé, quand même une dizaine de points à aborder, certains plus litigieux que d'autres. On s'attendait plus ou moins à ça, mais ça a fini par devenir un petit peu plus politique qu'à l'habitude par ailleurs. Mais tous les points du jour ont été abordés. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que parfois, on a tendance à manquer de temps lors de ces réunions-là. Donc, au moins, tous les points l'autre jour ont été abordés. Par contre, il y a des textes qui contiennent beaucoup de crochets. Pour rappel, les crochets, grosso modo, c'est que si on voit beaucoup de crochets dans un texte, normalement, ce sont des termes, ce sont des sections sur lesquelles les délégations, les parties ne s'entendent pas. Et ça, en général, ça l'annonce, ça laisse présager des négociations un peu plus difficiles quand on voit beaucoup de crochets dans un texte en particulier, dans les recommandations là, du SAFSA, par exemple. Donc, un point très, très prépondérant, très important de l'ordre du jour du SAFSTA numéro 27, c'était vraiment la planification, le suivi, la production de rapports et l'examen mondial. Donc, en fait, il y a un examen mondial qui va être effectué à la COP 17, puis plus tard aussi à la COP 19. Donc, c'est un examen mondial qui essaye qui vise à pardon, j'ai le mot en anglais, à évaluer les progrès collectifs dans la mise en œuvre du cadre mondial. Donc, les délégations, les experts réunis au 727, mais ils étaient invités à fournir des avis scientifiques et techniques qui visent à préparer cet examen mondial-là pour les progrès collectifs de mise en œuvre. Donc, après ça, l'examen mondial, lui, à son tour, il va se baser sur des rapports nationaux qui sont émis par les parties, donc par les pays membres. Il va aussi se baser
sur le rapport mondial qui est élaboré avec l'appui notamment d'un groupe consultatif spécial, technique, scientifique qui se penche sur cette question-là. Et l'examen mondial va aussi suivre les recommandations des organes subsidiaires et des groupes de travail. Et donc, je vais laisser par la suite Flavio aller plus en détail puisque c'est l'expert de cette question. Puis, on reviendra aussi à d'autres décisions, d'autres recommandations, en fait, qui ont été adoptées lors du SAPSA. Merci beaucoup, Laura. Comme tu l'as mentionné, Flavio, tu étais justement au Panama là, comme expert technique sur cette question-là du cadre de suivi. Peux-tu nous donner un peu plus de détails justement là, sur ces discussions-là qui ont eu lieu la semaine dernière? Absolument, merci David. Oui, donc comme Laura le décrivait à peine, une des étapes principales donc, de cet examen mondial, c'est ce qu'on appelle le rapport mondial. Donc le rapport mondial, il y en aura deux entre aujourd'hui et 2030, donc dans la fin du cadre. Et donc le prochain rapport mondial est dû en fait l'année prochaine. Le prochain rapport mondial, il sera produit par moi et d'autres personnes au secrétariat. C'est pour ça que j'y connais, parce que c'est le principal objectif de mon rôle ici au secrétariat. Et donc, en fait, on en a deux et ils sont censés nous donner un état des lieux. Ils sont censés nous expliquer, maintenant qu'on a accepté le cadre mondial, qu'on a accepté le cadre de suivi du cadre mondial à la COP 15 à Montréal, qu'il a été développé, qu'il a été accepté à la COP 16 à Cali. Donc, on a toute une série d'indicateurs, on a toute une série de choses qu'on est censé calculer et que les gouvernements sont censés établir, estimer et rapporter dans ce que Laura a décrit comme les rapports nationaux. En fait, les rapports nationaux, c'est là où les gouvernements disent, bon, nous, on a les cibles mondiales, mais à l'échelle nationale, qu'est-ce que ça veut dire une cible mondiale? Donc, on peut s'imaginer qu'évidemment, il y a des cibles mondiales qui sont plus ou moins applicable à certains pays. Donc, un exemple tout simple, c'est une cible mondiale qui parle de protéger les océans, ne s'applique pas à un pays qui n'a pas d'océan. Mais même d'un point de vue plus pratique, il y a des cibles qui parlent de conflits entre les espèces sauvages et les humains. Il y a des pays, il y a des cibles qui parlent de diversité génétique. Et donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle locale? Donc dans certains pays, les conflits nature et environnement, ça peut être à voir avec, si on pense à certains pays d'Afrique, on pense à des gros animaux comme des éléphants ou en Asie des tigres. Toutes ces questions-là, en fait, comment est-ce que ça s'applique à l'échelle locale? Sont donc ces cibles locales, nationales, que les gouvernements donc déclarent suivre dans leur rapport. Et donc, ce qu'ils ont fait déjà jusqu'à présent, c'est normalement il y a la stratégie nationale, donc les documents qui décrivent que vont faire les gouvernements pour appliquer le cadre global. Dedans, ils décrivent aussi ce qu'ils vont suivre. Et donc, ce qu'ils font, c'est ils rapportent. Et donc, on a à peu près 130, je dis peut-être une bêtise, je me souviens plus exactement du chiffre exact, mais plus d'une centaine de gouvernements qui nous ont déjà indiqué quelles sont leurs cibles nationales. Donc, comment est-ce qu'ils ont l'intention de suivre l'évolution du cadre à l'échelle nationale. Et donc, maintenant, ce qu'ils vont devoir faire d'ici février, c'est donner les indicateurs, les calculs qu'ils ont faits pour indiquer à quel point ils ont fait du progrès sur leur cible nationale. Donc, ce qui nous arrive en février, ce sont ces rapports nationaux qui sont gouvernementaux, qui indiquent avec des indicateurs officiels du cadre, mais aussi des indicateurs nationaux, à quel point est-ce que les gouvernements ont progressé sur, par exemple, protéger 30% des écosystèmes ou mobiliser les ressources financières nécessaires à la protection de la biodiversité. Et donc, ce qu'on s'attend à recevoir d'ici février 2026, c'est un premier état des lieux quantitatif et qualitatif, parce qu'évidemment, on ne va pas avoir que des cibles quantitatives, on ne va pas avoir que des indicateurs quantitatifs, on va aussi avoir des indications qualitatives de progrès. Et donc, ce qu'on va faire avec tous ces rapports nationaux qui arrivent en février, c'est produire le premier rapport global. Et donc, ce rapport global, en fait, en quelque sorte, c'est une synthèse de ces rapports nationaux. Et donc, c'était ça vraiment le sujet de discussion principal de ce SAPSTA, de cette item, comme on dit l'agenda du SAPSA, c'était à quoi va ressembler en fait le rapport global, quelles vont être les sections qui sont être dedans, sur quoi elles vont s'appuyer, quel est le format dans le fond et dans la forme de ce rapport global. Et donc ça a été complètement négocié, on n'a pas de crochet, on sait ce qu'on va faire. On a un mandat très clair de ce qu'on est censé compiler dans ce rapport global.
Et donc, on a donc ces rapports nationaux qu'on va utiliser. Donc, et en plus de ça, on a aussi des soumissions ouvertes aux acteurs non nationaux. Donc, on s'attend aussi à avoir des sujets là-dedans qui ne sont pas juste par les gouvernements, mais aussi par les ONG, l'académie, les Premières Nations et autres groupes. Et d'autres accords style le climat qui peuvent aussi donner des informations qualitatives sur leur progrès vis-à-vis les cibles du cadre mondial. Et un des gros sujets, juste pour finir, de ce rapport global, en fait, c'est aussi une analyse de ce qu'on appelle les means of implementation, donc les moyens disponibles pour mettre en place le cadre mondial, parce qu'il y a quand même de grosses questions pour beaucoup de pays. Donc, est-ce qu'ils ont les moyens, est-ce qu'ils ont la capacité, que ce soit financière, technique, scientifique, de mettre en place ces cibles? C'est encore une très grande question. Et donc, une grosse partie aussi de ce rapport, ce n'est pas seulement quel progrès on a fait vis-à-vis des cibles, mais aussi quel progrès on a fait et où est-ce qu'on en est dans l'implémentation. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on arrive à faire? Est-ce que ça dépend des cibles? Est-ce que ça dépend des conditions? Et donc, le rapport global qui va être produit pour la COP l'année prochaine est censé nous donner cette information pour pouvoir justement réagir avant la fin du cadre et avant le prochain rapport. Merci beaucoup, Flavio. Euh, Laura, si tu m'en fais, je te ferais rebondir tantôt de parler justement qu'il y a eu d'autres conversations. Là, évidemment, il y a le cadre de suivi pour des raisons évidentes, là, qui est un sujet primordial parce qu'on sait que les COP biodiversité jusqu'à la COP de 2030 vont être surtout justement sur la mise en œuvre. Donc, pour comprendre la mise en œuvre, il faut évidemment bien comprendre où on en est. Il y a quand même plusieurs autres sujets, là, comme tu disais, qui ont avancé pendant le SAFTA. Est-ce que tu voudrais nous en parler davantage? Oui, donc il y avait plusieurs autres points à l'ordre du jour aussi. Et donc, entre autres, le SAPSTA, il s'est penché, il a fait le point sur les derniers rapports de l'IPBES qui sont sortis il y a quelques mois, il y a presque un an. Et donc, notamment celui sur les changements transformateurs, par exemple, celui sur le Nexus également. Donc, c'est en fait la formulation, la recommandation qui a été faite, c'est de reconnaître ces rapports-là, puisque ben, ce sont les fondements scientifiques, les meilleures données disponibles sur lesquelles on peut se baser pour par la suite faire des décisions qui sont éclairées lors des COP, là, notamment la COP 17. Donc, ça, c'est un point qui a été abordé. Ensuite, il y a plusieurs points à l'ordre du jour qui traitaient sur des synergies entre la biodiversité et d'autres secteurs très intimement liés. Par exemple, les synergies entre biodiversité et climat, entre biodiversité et santé ou entre biodiversité et agriculture, par exemple. Donc, il y a une série de décisions, de recommandations, pardon, il faut encore que ce soit adopté par la COP17, bien évidemment, mais il y a une série de recommandations qui sont sorties. Par contre, je ne vous cacherai pas qu'il y a beaucoup de crochets, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs points de vocabulaire, si on veut, ou plusieurs sections carrément, sur lesquelles les délégations ne s'entendaient pas nécessairement. Dont certaines sections qui ont été mises entre crochets carrément à la dernière séance de plénière et à la toute dernière minute. Donc ça, ce sont des questions sur lesquelles il va falloir que la COP17 ou même le SAPSTA avant qui est prévu aussi avant la COP17 se repenche pour que par la suite la COP17 puisse poursuivre cette négociation-là et ben, elle devra en fait arriver à un consensus quelconque, là, peu importe que le consensus finit par être. Puis sinon, un autre point aussi assez important qui a été mis de l'avant, c'est la révision stratégique des programmes de travail de la CDB. Donc, en fait, la CDB a plusieurs programmes de travail. Puis, ces programmes de travail-là aussi évoluent en fonction des besoins ou en fonction des priorités. C'est certain qu'en ce moment, la priorité, ben, c'est la mise en œuvre du Fonds mondial. Donc, il y a un programme de travail qui est teinté aussi par ces priorités-là de mise en œuvre. Sinon, il y a aussi un programme de travail élargi, par exemple sur la biodiversité forestière, qui a été discuté. Puis, il y a aussi un programme de travail sur d'autres sujets supplémentaires qui a également été abordé. Donc, on peut penser à des questions plus transversales, par exemple, mais qui servent tout de même à la mise en œuvre du Code mondial, comme la question des droits humains, de l'équité, de l'égalité des genres, de la pollution, entre autres. Mais par contre, leur inclusion n'a pas été consensuelle. Encore une fois, il y a beaucoup de crochets dans ce texte-là. Donc, ça veut dire qu'il va falloir y revenir là, dans un prochain SAPSTA, puis éventuellement à la COP,
Mais c'est sûr que dans le cadre mondial, ben, on parle d'une approche basée sur les droits humains, etc. Donc, techniquement, c'est déjà adopté, mais bon, il y a eu quand même certaines difficultés là, pour réitérer, si on veut, euh, ces questions-là et pour que ce soit inclus dans le programme de travail sur d'autres questions supplémentaires. Merci beaucoup, Laura. Tu as commencé à mentionner justement les quelques-uns des défis. Là, on parle beaucoup on parle de crochets souvent quand on parle de défis, parce qu'on parle justement d'éléments qui n'ont pas été là, qui ont trouvé des consensuels à ce niveau-là. Je reviendrai peut-être vers toi, Flavio, en premier. C'est quoi justement les grands défis là, qui restent jusqu'en amont de la COP 17, là, selon les conversations qu'il y a eu au SAFSA? Oui, justement, les défis sont pas juste des divergences d'opinion. Il y a quand même des défis très pratiques, très techniques qui sont conséquents. On est donc à moins d'un an maintenant de la prochaine COP et on a juste un tout petit peu plus qu'un an ou même pas, je dis des bêtises, on est même à moins d'un an de la dernière à laquelle le cadre de suivi a été adopté, mais maintenant on parle déjà de faire un rapport avec des rapports nationaux en 2026, avec des pays qui n'ont pas forcément les moyens pour mettre en œuvre beaucoup des indicateurs qui ont été adoptés, ou même les indicateurs nationaux qu'ils proposent. Donc en fait, juste d'un point de vue très pratique, on a des délais qui sont très courts. On a eu, contrairement à ce à quoi on s'attendait, on voulait une mise à jour des stratégies de biodiversité nationale de tout le monde normalement. Et il y en a eu, il y en a moins d'un tiers qui ont été soumis. Après, d'un point de vue plus positif, comme je disais, les cibles nationales, on est à beaucoup plus d'un tiers, on est à plus de la moitié même déjà, et on a encore quelques mois pour qu'elles soient rendues. Mais ça donne quand même une idée du défi juste de production en fait des ressources, des sources d'information pour ce rapport global. Donc oui, on veut un rapport global qui nous indique où on en est, qu'est-ce qui nous manque, etc. Mais on est limité dans ce que ce rapport global peut dire si on n'a pas de rapports nationaux. Et donc, c'est pour ça un des grands commentaires de la COP, pardon, de la Substa 27 cette semaine, c'était d'encourager, d'insister à ce que les gouvernements ben, soumettent leurs rapports nationaux et avancent dans la production de ces rapports nationaux. Et pour que en février, on ait une source d'information qui soit quand même conséquente, qui puisse nous permettre de dire quelque chose par rapport au progrès, même si évidemment par rapport au progrès, on sera limité parce que bah, on parle quand même du premier rapport, d'une première soumission. Donc c'est pas comme si on avait plusieurs données de ces indicateurs à l'échelle nationale, on en aura une dans beaucoup de cas, ce qui nous limite dans notre capacité vraiment à dire à quel point on a fait du progrès, mais qui nous donne déjà cette première baseline, ce premier euh, première marche pour évaluer dans le futur. Mais vraiment, ce qu'on va pouvoir dire, je pense, majoritairement, c'est à quel point est-ce que la mise en œuvre a eu lieu. Et ça aussi, on a quand même besoin de ces données et c'est un défi c'est un défi qui est financier, c'est un défi qui est technique. Et donc, déployer les ressources nécessaires pour permettre au gouvernement de mettre en œuvre le cadre et de mettre en œuvre le suivi reste vraiment la plus grande question. Donc on a un autre un rendez-vous en février sur la mise en œuvre justement, mais encore une fois, on parle de délais très courts parce que février, on est à 2 semaines de la soumission des rapports nationaux. Donc il y a quand même beaucoup de questions encore ouvertes sur à quel point est-ce qu'on va vraiment être capable d'avancer et de mettre en œuvre les choses d'ici la COP 17. Donc, je pense il faut relativiser un peu et pas forcément s'attendre à ce que la COP 17 soit un grand pas vers l'avant dans la mise en œuvre du cadre, mais plutôt voir ça comme en fait cette première marche, cette première étape vers un déploiement d'un cadre qui est quand même beaucoup plus ambitieux, qui est quand même beaucoup plus rigoureux que ce qu'on avait dans le passé par rapport à Aichi et qui en fait est une première étape vers le prochain rapport global qui lui sera dû en 2030, dans lequel on aura eu beaucoup plus de temps non seulement pour les gouvernements de déployer les capacités et les ressources, mais aussi pour toutes les organisations non gouvernementales qui soutiennent par exemple le calcul des indicateurs ou le développement des indicateurs. Il faut oublier qu'il y en a beaucoup qui même s'ils ont été acceptés, techniquement, scientifiquement, sont pas finis. Ils sont pas à bout dans la méthodologie. Donc aussi, on peut pas s'attendre à ce que les gouvernements les calculent et les mettent en place si même les organisations qui les développent n'ont pas fini de les développer. Donc il y a tout un tas de questions là encore de développement de méthodologie. Donc je pense on a beaucoup de défis face à nous d'un point de vue technique et scientifique.
mais ça reste quand même, avoir ces délais courts, avoir ces cibles et ces objectifs à atteindre dans le temps, ça donne quand même cette énergie et cette urgence au déploiement de ressources et de capacités qui ne seraient pas forcément là si on n'avait pas ces délais difficiles. Donc oui, c'est un grand défi et c'est pour ça que je pense qu'il faut un peu relativiser ce à quoi on peut s'attendre à la fin de ce premier parcours d'ici la COP 17, mais c'est positif dans ce que ça ouvre vers le futur, vers la prochaine COP et les prochains rapports. Merci beaucoup, Flavio. Un bel enjeu à suivre. Euh, Laura, veux-tu nous parler aussi, tu sais, justement, les autres éléments étaient peut-être un peu moins, ben, évidemment, techniques, on est dans un SAFSTA, mais quand même, là, on avait plus place à négociation versus le cadre de suivi où on était vraiment dans un mode où on devait maintenant un peu livrer la marchandise, là. L'avion en a beaucoup sur ses épaules dans les prochaines années. Euh, Laura, veux-tu nous parler justement un peu des autres défis là, qui s'en viennent d'ici à la COP et évidemment potentiellement là, pendant la COP? Oui, donc, ben, en plus des défis techniques là, que Flavia a mentionné, qui sont très importants, là, notamment la mobilisation de ressources, le renforcement de capacités, transfert technique, etc., surtout vers les pays ben, qui en manquent le plus, là, en fait. Mais sinon, j'irais plus au niveau plus politique, si on veut. Puis là, c'est sûr que les divergences entre les pays se sont un peu invitées dans les conversations du SAPSTA, ce qui est, dans un sens, un peu dommage parce que c'est quand même supposé être quelque chose de scientifique, technique, etc. Et ça le demeure, mais c'est juste que ça a quand même emmené beaucoup de crochets dans les textes. Je reviens encore au crochet, mais c'est vraiment ça qui a le plus accroché, puis ça va être ça le plus gros défi en route vers la COP17. Donc, le fait que les pays arrivent à s'entendre sur un certain vocabulaire qui respecte tout de même les ambitions du cadre mondial, parce que l'objectif, c'est de le réaliser, en fin de compte, ou d'être le plus près possible de le réaliser, d'atteindre les cibles que la communauté internationale s'est fixée. Euh, donc, c'est moi où j'ai vu le plus ces difficultés-là au niveau de s'entendre sur le vocabulaire, c'est vraiment dans les décisions sur les synergies. Parce que, par exemple, des pays qui avaient des considérations politiques, je vais juste donner un exemple fictif, là, je ne vise pas aucun pays ou quoi que ce soit, là, je dis ça pour donner un exemple. Mais un pays, par exemple, qui ne voudrait pas reconnaître les liens très étroits entre la biodiversité et l'agriculture parce qu'il y a un secteur agricole très prépondérant et là, il ne veut pas, par exemple, mettre des actions de protection de la biodiversité dans son secteur agricole, ben là, c'est sûr que ça vient après ça bloquer les avancements dans les textes. Donc ça va vraiment être un travail là, qui va devoir se faire au sein de la communauté internationale pour qu'on essaye d'aboutir à des textes qui sont scientifiquement fondés et qui nous font vraiment avancer dans le sens du cadre mondial, là, ultimement. Parfait, merci beaucoup. Pour nous ramener au contexte là, très local, ça veut dire quoi concrètement justement ce qui s'est passé à SAFSTA pour le Québec et le Canada? J'irai vers toi, Laura, pour cette question-là. Oui, donc ben, le Canada, il a déjà déposé son NBSAP, donc son stratégie et plan d'action national pour la biodiversité. Je pense que je l'ai dit dans le bon ordre, en tout cas le fameux NBSAP. Donc, il l'a déjà déposé, c'est la stratégie canadienne pour la nature à l'horizon 2030. Donc, techniquement, le Canada est en règle là, à ce niveau-là. Et le Québec, lui, qui avait l'engagement aussi, pas comme une partie, là, mais qui s'est tout de même déclaré lié à la CDB et qui s'est engagé aussi à atteindre les objectifs. Donc, le Québec, lui, a produit aussi son plan de nature à l'horizon 2030. Donc, techniquement, selon les engagements qu'il a pris volontairement aussi, il est en règle. Donc là, maintenant, ce que ça veut dire pour le Canada et le Québec, ben, c'est vraiment de se concentrer sur la mise en œuvre pour essayer d'atteindre justement les objectifs, mettre en œuvre le plan nature, mettre en œuvre la stratégie pour la nature. Et aussi, ben, comme Flavio a mentionné tout à l'heure, vraiment de se concentrer sur la reddition de comptes, si on veut, donc préparer le rapport national d'ici la fin de février 2026 pour faire le point sur la mise en œuvre, identifier quelles sont les avancées, qu'est-ce qui a été atteint, qu'est-ce qui a été plus difficile, quelles sont les lacunes, comment est-ce qu'on peut améliorer, et ben, tout ça évidemment avec ces indicateurs, comme Flavio disait, oui, mondiaux, mais aussi les indicateurs plus locaux, donc au niveau Canada et au niveau Québec. Puis sinon, au niveau des décisions, par exemple sur les synergies ou même sur les rapports de l'IPBES, ben, ce que ça veut dire pour le Canada et le Québec, c'est d'essayer de les intégrer le plus possible
parce que même si maintenant c'est peut-être un peu difficile au niveau de l'accord sur le vocabulaire, on peut s'attendre à ce qu'ultimement ça passe, vu que ce sont tout de même des fondements scientifiques sur lesquels se base la CDB et ses décisions. Là. Donc, je pense qu'on peut quand même demeurer un peu optimiste là, et penser que ça va finir par passer ce type de décision-là. Oui, puis c'est quand même assez commun justement pour les partis de commencer les travaux avant que la signature soit faite s'ils veulent montrer un certain leadership. Là, on l'a vu dans la cible du 30%, par exemple, qui, oui, a été signé lors du cadre mondial, mais qui était évidemment là, approuvé par les partis, certains partis, bien avant là, la COP 15, par exemple. Et que justement, souvent, ces pré-travaux-là sont un bon indicateur du leadership de certains pays et ainsi de suite. Exact. Flavia, est-ce que tu voulais... Vas-y, excuse-moi. Non, non, vas-y. Juste pour rebondir, puis il y a aussi certains éléments de synergie, de cohérence qui sont déjà dans le cadre mondial de toute façon, même s'ils n'étaient pas réitérés là, par la suite ou quoi que ce soit. Et donc, l'approche pansobétale de l'ensemble des acteurs, des acteurs de la société ou de l'ensemble des paliers de gouvernement, ben, ça existe déjà. Donc, ça, on sait déjà qu'il faut le mettre en œuvre là, pour le Canada et le Québec de toute façon. Merci. Est-ce que Flavius voulait répondre, rebondir sur cette question-là? Oui, je peux rajouter deux, trois petites choses. Je pense qu'on a quelque chose qu'on a quand même bien remarqué, notamment à la COP l'année dernière à Cali, mais c'est que oui, on a un cadre mondial qui est développé et mis en œuvre à l'échelle nationale par des gouvernements. C'est eux qui signent, c'est eux qui se mettent d'accord. Mais après la mise en œuvre réelle, l'obtention de résultats et l'avancée vers ses cibles et vers ses objectifs, en fait, c'est pas juste une question de mise en œuvre gouvernementale, c'est vraiment, comme le disait Laura à l'instant même, une mise en œuvre de toute la société, c'est transsecteur, trans-organisation, groupe. Et il est évident, l'année passée, on a vraiment vu ça à la COP, que la mobilisation donc, des acteurs non gouvernementaux est phénoménale. Et en dehors de ça, elle est nécessaire. Et il est clair, évident que si on s'attend juste à ce que les gouvernements mettent en œuvre ce qu'ils ont à mettre en œuvre et qu'on atteint les résultats, ça va être un peu difficile. Quand on voit au contraire ce que certaines ONG ou groupes locaux sont capables de faire concrètement, localement, dans les pays, à l'échelle que ce soit très très locale d'un parc ou régional comme le Québec, il y a quand même beaucoup de contributions à ces échelles-là qui nous avancent vers les cibles. Et donc le rapport global aussi est censé prendre en compte ce genre de contributions. Mais elles ne peuvent être prises en compte que si elles sont soumises. Donc, il y a un processus de soumission d'informations par la CDB. Il y a un portail qui est utilisé pour que les acteurs non gouvernementaux puissent partager ce qu'ils ont fait, en quoi ça contribue à la mise en œuvre de certaines cibles. Et donc, dans la production de ce rapport, en fait, on est libre et on même encouragé, ça a été accepté la semaine dernière à SAPSTA, d'inclure ce genre de contribution. Donc, moi, j'encouragerais que ce soit même à l'échelle très très locale ou de tout le Québec, tous les groupes ou organisations qui travaillent dans ce domaine, qui font vraiment de la mise en œuvre réelle, tangible, sur place, qui nous avance vers ces cibles, contribuer en fait ce qui a été fait et expliquer en quoi ça contribue au cadre mondial pour que nous, dans le rapport, on puisse vraiment mettre ça en valeur et montrer à quel point, au-delà juste des efforts nationaux, il y a aussi des efforts non gouvernementaux qui nous avancent vers les objectifs du cadre. Parfait, merci beaucoup, Flavio. C'est intéressant, surtout dans une optique justement où on parle des fois que la politique est un peu sur pause à cause de différents développements mondiaux, de voir que les autres acteurs aussi peuvent continuer de contribuer justement puis reporter en fait qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Fait que, merci. Ça close un peu la conversation sur le SAFTA, mais je m'en voudrais de ne pas parler de la suite des rencontres au Panama. En fait, il y avait deux rencontres au Panama, une qui se continue cette semaine. C'est la première rencontre du groupe de travail en fait de l'organe 8J. Laura, évidemment, tu peux pas nous dire ce qui se passe, c'est en cours, mais peux-tu nous dire un peu c'est quoi justement le 8J, puis qu'est-ce qu'on s'attend là, des travaux là, qui s'en viennent cette semaine? Oui, mais en fait, le nouvel organe subsidiaire 8G, c'est un des trois organes subsidiaires de la CBD. Donc, il y a SAPSTA, évidemment, dont on parle depuis tout à l'heure. Et il y a aussi l'organe subsidiaire d'implémentation, de mise en œuvre. Puis, le nouveau qui a été pas mis sur pied, mais qu'on a approuvé, en fait, la création à la COP 16, partie 1, partie 2.
j'ai un blanc sur laquelle de deux, partie 1, et donc qui a été accepté à ce moment-là. Lui, en fait, sa première réunion, elle est en ce moment, donc elle est commencée hier, puis elle va s'étendre jusqu'au 30 octobre. Donc, d'ici la fin de la semaine, là, elle devrait être terminée, à moins que ça dépasse peut-être une journée, chose qui arrive parfois. Mais le nouvel organe subsidiaire permanent, en fait, lui, il porte sur l'article 8J, donc l'inclusion des savoirs traditionnels, donc des savoirs autochtones dans la CDB. Puis, en fait, il y a différents points à l'ordre du jour, donc notamment son modus operandi, puisque c'est justement un nouvel organe subsidiaire. Il faut décider des questions très techniques de fonctionnement, là, donc établir des principes opérationnels, quelles seront les procédures, qui occupera, par exemple, le bureau, la présidence ou coprésidence, budget, etc. Donc, toutes ces questions-là de fonctionnement pour que, justement, ce soit créé, ça commence à fonctionner, qu'il y ait par la suite des prochaines réunions de l'organe 8J. Puis ensuite, il y a aussi d'autres questions comme la mise en œuvre du programme de travail sur l'article 8J, donc qui vise à favoriser l'implication des peuples autochtones et la valorisation de leur savoir dans les travaux de la CDB, dont la mise en œuvre du Code mondial, Code Mille Montréal. Sinon, il y a toute la question aussi de mobilisation de ressources financières, donc encore plus générale pour les communautés autochtones. Donc oui, on en parle tout le temps à la CDB pour tout plein d'acteurs, mais entre autres, avec un focus ici vraiment pour les peuples autochtones, y compris les femmes autochtones et les jeunes autochtones, et également, finalement, la contribution des connaissances traditionnelles au rapport mondial. Donc le rapport mondial dont on parle depuis tout à l'heure, il y a aussi une partie qui devrait normalement venir de l'organe subsidiaire 8J, donc qui est vraiment un apport des savoirs traditionnels et des connaissances terrain traditionnelles des peuples autochtones du 8J. Merci beaucoup, Laura. Ça complète les questions que j'avais pour vous. Évidemment, on va rester pour une période de questions. Si des gens ont des questions, je vais quand même closer l'enregistrement là, pour ça. Fait que merci à vous deux d'avoir participé au panel, puis merci aux participants. Je stoppe l'enregistrement et si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser à l'oral ou les mettre dans le chat.